61e séance du Conseil municipal de notre mandature. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Monsieur Nolot. Hein, si jamais il accepte cette lourde tâche, ça va. Donc, je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier, de Monsieur Candelier à Madame Le Goff, de Madame Reculot à Madame Thibault et de Monsieur Bonin à Monsieur Gachet. Nous avons approuvé un procès verbal, celui du Conseil municipal du 16 juillet. Avez-vous des remarques? Non. Donc je le considère comme adopté. Et nous allons donc commencer l'ordre du jour avec la première délibération sur laquelle nous aurons juste à constater d'ailleurs qu'elle a été faite puisqu'il n'y a pas de vote dessus, qui sont donc eau et assainissement, rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, année 2012. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 22-24-5 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Donc, ce rapport, vous l'avez, je crois, il est joint en annexe. Hein. On ne va pas tout le détailler. Il reprend, comme d'habitude, toutes les différentes composantes de la facture d'eau. C'est ce qui nous intéresse surtout à la fin. Sachant que dans les compétences, on rappelle que les syndicats intercommunaux produisent l'eau, Vendéo la distribue et que la ville reste propriétaire des équipements pour l'eau potable. Et pour le traitement des eaux usées, on parlera de l'abonnement, de la consommation en eau potable, de la redevance d'assainissement et des taxes qui constituent la facture. Bon, je pense que je ne vais pas détailler tout le programme. Ce qu'il faut savoir, peut-être la dernière page qui vous intéresse, la page numéro 6. La page numéro 6, dans les composantes de la facture, on s'aperçoit que pour un abonné qui va consommer 120 mètres cubes d'eau par an, la part de l'eau potable n'a pas bougé, donc 0% d'augmentation. La collecte et traitement des eaux usées, elle a augmenté de 4,2%. Les taxes, l'agence de l'eau de 3,8%, ce qui fait pour la facture une augmentation de 1,3%. Donc c'est assez raisonnable. Et pour la qualité de l'eau, il y a eu au cours de l'année 2012, parce qu'on parle de l'année 2012, il y a eu 324 analyses, 324 prélèvements qui ont été faits, et un seul a été défectueux. Il y a eu un dépassement de nitrate sur une courte période durant l'été. Ce dépassement était lié au colmatage d'un filtre, et un filtre qui était défectueux. Bon, ce filtre a été rapidement réparé et tout est rentré dans l'ordre. Donc sinon, sur les 324 analyses qui ont été faites, c'est la seule qui a eu une petite défection au niveau des nitrates. Voilà. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, on n'a pas à voter sur cette délibération. Ces documents sont mis à disposition du public en mairie parce que le document est assez épais. Le rapport a été commenté aux membres de la commission d'urbanisme le 4 septembre 2013 et aux membres de la commission des finances le 10 septembre 2013. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance de la synthèse du rapport du président sur le prix et la qualité du service public d'eau potable établi par Vendéo pour l'exercice 2012. Et deuxièmement, la note de synthèse du maire sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et d'assainissement, ensemble de la compétence eau expliquant la facture de l'exercice 2012. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut en dire. Voilà. Avez-vous des remarques, des questions Oui, Monsieur Grégoire. Je m'y attendais traditionnellement, oui, voilà, sur ce rapport. Oui, j'ai 3 petits points à noter, mais ce sont souvent les mêmes d'ailleurs, hein, vous allez voir. Un premier point par rapport au prix, à la qualité, surtout par rapport au prix, une inégalité dans le prix, parce qu'effectivement, on sait que les petits consommateurs payent plus cher le mètre cube d'eau consommé que les plus gros consommateurs. Et la raison en est, comme tout le monde le sait, c'est le coût de l'abonnement.
Alors, c'est clair, hein, j'ai ici ma dernière facture. Durant l'année, avant de consommer le moindre mètre cube d'eau, je débourse 116 € et des poussières d'abonnement, que ce soit pour la distribution d'eau, que ce soit pour, effectivement, le nettoyage de l'eau. Ensuite, et c'est écrit ici, hein, hors taxe, donc toute taxe, hors taxe, c'est 3,29 € à partir du premier mètre cube consommé en plus de l'abonnement. Et si bien que je retrouve les chiffres qui nous sont donnés en annexe, il n'y a pas de problème. Si je consommais 120 mètres cubes d'eau avec ce tarif-là, ça me fait 4,40 € le mètre cube, tel qu'il est indiqué hein, sur l'annexe 3, là, à la fin, derrière. Personnellement, je n'en consomme que 60 mètres cubes, donc ça me fait 5,40 €, 1 € de plus du mètre cube. Et j'imagine une petite personne seule, pourquoi petite? Une personne seule, consommant 20 mètres cubes dans l'année, ça lui fait plus de 9 € le mètre cube. Donc, quelque part, il y a une injustice quand on sait que l'eau est un besoin vital fondamental. Il y a d'autres solutions, c'est évident. Hein, voilà. On pourrait faire une progressivité en fonction de plein de choses. On pourrait intégrer l'abonnement au mètre cube consommé, ce serait plus logique. Enfin, voilà. Mais c'est une remarque que je voulais pointer, hein, une première chose. Une deuxième chose, c'est une forme d'injustice. L'eau que nous consommons est de qualité, et c'est vrai, félicitations, je crois, et c'est très 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 bien. Mais si elle est de qualité, c'est qu'elle a un traitement. Elle est traitée après le captage. Et effectivement, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est UFC Que Choisir qui a sorti dans son numéro de cet été, je l'ai emmené cet article-là. Effectivement, ce qui est dommage, c'est que cette pollution que nous devons traiter et payer en tant que consommateurs, ce ne sont pas les pollueurs qui la payent. Voilà, et quelque part, il y a effectivement une difficulté ici, mais on connaît le problème aussi. Et dans UFC Que Choisir, ils se sont dit, voilà, quels sont les représentants des consommateurs au CA de l'agence? Il y a 9 personnes en tant qu'usagers, il y a un représentant des familles, des ménages, 5 représentants des industriels et 4 représentants des agriculteurs. Voilà, et on comprend bien qu'effectivement, c'est difficile d'agir préventivement sur la qualité de l'eau captée. Vaut mieux faire payer aux consommateurs, c'est plus facile. Voilà. D'autant plus qu'il y a quelques années, on a eu une discussion ici, d'ailleurs, dans cette enceinte, sur une zone de protection qui n'a jamais eu lieu, préventive, autour de la zone de captage. Il y a 2 ans, il y a eu effectivement une zone de protection. Je croyais avec des amis que c'était pour effectivement une action préventive par rapport aux différentes pollutions apportées dans les champs, mais en fait non, ça n'avait rien à voir du tout. Voilà. Donc il y a une question, à mon avis, d'injustice entre les pollueurs-payeurs, enfin, qui ne sont pas là. Et un dernier point aussi, qui je trouve un petit peu, qui est d'actualité aussi, c'est en fait l'exploitation financière, le fermage que l'on donne donc aux gestionnaires. C'est vrai que le mode de calcul, il est très compliqué, et ce n'est pas pour rien qu'il est très compliqué, hein, les formules, quelles que soient. Mais la question posée, c'est est-ce que le coût que l'on donne aux gestionnaires correspond au service que les gestionnaires fournissent pour la qualité de la distribution et du traitement? N'y a-t-il pas en plus l'alimentation de dividendes par rapport à des actionnaires qui ont mis des billes dans ces grandes structures gestionnaires? Voilà, un petit peu les questions qu'on peut se poser. Elles sont d'actualité, hein, c'est une évidence. Ceci dit, quand même, je reconnais que Vendéo a fait un très beau travail, directeur de Vendéo d'ailleurs, je participais quand il l'a présenté, a fait un très très beau travail de réduction du coût aux gestionnaires. Il a réussi à diviser par 2. Ce qui m'a fait sourire, c'est que dans l'Assemblée, il y avait des représentants de ces grandes sociétés qui ont fait un grand sourire aussi, qui n'ont rien dit, réduire de moitié leur rétribution, et pourtant, malgré ça, je suis sûr qu'encore, on paye plus que le service demandé. Voilà. Ce sont des questions auxquelles moi j'attache de l'importance, parce que l'eau, c'est quand même quelque chose de vital, c'est un besoin fondamental. On ne devrait pas payer les premiers mètres cubes d'eau, chaque personne, le bébé, les enfants, les mémés et les pépés. Plus on en consomme, plus on devrait payer, ce qui serait logique. Mais bon, alors après, tout le monde n'a pas forcément cette vision de l'humanité comme ça. Ceci dit, c'est monsieur le maire qui est responsable, effectivement, du prix et de la qualité. Et si ces questions l'intéressaient vraiment, il pourrait solliciter ses délégués dans toutes les instances,
au niveau des différents syndicats qui travaillent là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu ces questions soulevées. Je ne participe pas à tous les instants, je n'ai pas le temps, bien évidemment, mais je souhaiterais que ces questions, si elles intéressent nos élus, puissent être au moins portées. Je sais que c'est difficile de changer les structures, c'est très difficile. Le poids du passif fait que c'est trop facile, et puis voilà. Je reviens quand même à la qualité de l'eau, je trouve que c'est bien. Moi, je n'achète jamais d'eau minérale, je bois que de l'eau du robinet et je me porte très bien. J'allais poser la question pour 60 mètres cubes, ça me semblait... Bien. Merci pour cette intervention bien classique, sous sa forme. Oui, en effet, vous avez raison, tout le monde consomme. Hein. Vous m'avez dit les enfants, les adultes. J'aurais préféré les papis que les pépés, mais enfin, c'était valable. Il fallait que je le relève. Pour répondre donc individuellement, sur le prix par rapport aux petits consommateurs, votre réflexion pourrait être juste si on était dans un autre contexte en Vendée que celui dans lequel on est. Parce que ça deviendrait par contre une injustice pour les gens qui vivent en Vendée par rapport aux gens qui ont des résidences secondaires. On en a parlé longuement, mais c'est vrai que sur le coût de l'abonnement, il y a en particulier donc le fait des infrastructures. Ces infrastructures, qu'on soit là un mois ou qu'on soit là un an, on en a besoin. Ce qui veut dire que la personne qui a une résidence secondaire, qui vient là qu'un mois, si jamais l'abonnement était relativement faible, payerait beaucoup moins les infrastructures que celui qui est là toute l'année. Là, on aurait une injustice. Donc c'est une autre forme. Alors c'est vrai qu'il faut choisir l'une ou l'autre, avec un département qui est aussi touristique, avec autant de résidences secondaires qu'il y en a en Vendée. Ça me semble être un bon choix que de faire payer à travers donc un abonnement un peu plus élevé donc les infrastructures. Vous vouliez me répondre là-dessus? Oui, qui dit résidence secondaire dit résidence principale ailleurs, et ce n'est pas aux gens qui n'ont que des résidences principales, qui ne peuvent pas se payer de résidence secondaire, de payer pour ceux qui viennent en vacances se promener tranquille. On peut trouver d'autres structures financières. Oui, ceci dit, quand même, on a beaucoup de résidences. Mais vous imaginez, ça voudrait dire que si jamais on avait un abonnement qui était moindre, donc que ces gens qui sont en résidence secondaire, qui ont les mêmes infrastructures que les autres, paieraient moins qu'ils payent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont en fait les autres, les résidents, qui devraient payer pour ces résidences secondaires. C'est aussi un raisonnement qui peut s'entendre. Ceci dit, voilà, c'est une discussion. Sur l'injustice de la qualité du traitement, là on a une différence fondamentale dans la réflexion. Quand on parle des pollueurs-payeurs, qui sont ces pollueurs? Vous les avez nommés, selon vous, hein, c'est-à-dire les industriels, les agriculteurs. Bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais si jamais on leur faisait payer une taxe, ça augmenterait le coût de la productivité, qui se retrouverait sur le coût des produits qui sont ou bien leur produits par les agriculteurs, ou bien leur produits par ces industries, et ce serait le consommateur qui paierait au bout du compte. Donc ça reviendrait donc rigoureusement au même, avec quand même quelque chose qui est fondamental. Et là, vous n'allez pas me contredire, parce que le président de la République est très attaché à ça, c'est sur le fait de la compétitivité. Parce que si jamais on commence à taxer les entreprises françaises et les agriculteurs encore plus qu'ils le sont aujourd'hui, ça veut dire que par rapport à des industries qui sont à l'extérieur et à des importations de produits agroalimentaires, on va baisser leur compétitivité. Donc ça aussi, c'est un choix. Mais je pense qu'en termes de macroéconomie, c'est aussi quelque chose donc, qui se réfléchit. Quant à la zone dont vous parlez, la zone de protection, deux petits points. Le premier, c'est que, comme vous le disiez, la qualité de l'eau aujourd'hui est bonne par rapport à la capacité, mais parce qu'il y a, il est vrai, donc un traitement. Mais ce traitement est largement suffisant et ce n'est pas lui qui impacte autant que ça donc le coût de l'eau. Donc les obligations que vous avez à poser dans une zone, enfin un périmètre de protection, serait quelque chose aussi de très lourd et de très pénalisant pour les gens qui exploitent sur ce niveau-là. Je vous rappelle quand même que le captage de Saint-Germain fait par exemple qu'aujourd'hui, dans l'évolution du PLU, on ne peut pas inscrire dans ce captage de Saint-Germain donc des zones qui pourraient par exemple être constructibles, alors qu'on a des demandes dessus, tout simplement parce qu'il y a cette protection. Ça veut dire que quand même,
et malgré ce que vous dites, il y a une protection qui est importante donc de cette zone de captage. Et ensuite, alors, l'éternel fait de dire que le fermage a un coût qui est plus élevé que si jamais on le faisait en régie. Je peux vous dire que vu la technicité de ce que l'on a à faire, à la fois sur la distribution de l'eau, mais sur l'assainissement et sur les choses comme ça, il est excessivement difficile pour une ville de 10 000 habitants de les faire en régie, sauf à avoir... parce que je vous rappelle quand même que là, on est alimenté en grande partie par des eaux souterraines. Et ces eaux souterraines demandent donc des traitements, alors ça c'est historique, hein, demandent des traitements donc, qui sont relativement particuliers. Par exemple, quand on va avoir à mettre en place une usine qui va diminuer la dureté de l'eau, parce que c'est une nécessité aujourd'hui, je vous laisse imaginer si jamais on devait amortir ce type d'installation sur, alors même pas les 10 000 habitants, puisqu'il y a une partie de la ville qui est alimentée donc, par des sources qui ne sont pas celles du captage de Saint-Germain, c'est-à-dire sur le peu de consommateurs qu'il y a, je ne vous dis pas ce que ça coûterait. Et là, on aurait un prix de l'eau qui serait absolument faramineux. Donc, dans la situation de Luçon, spécifiquement de Luçon, si vous voulez parler d'autres collectivités, on pourrait en rediscuter, mais sur la situation de Luçon, avoir aujourd'hui une exploitation en régie serait excessivement coûteux pour le consommateur. Là, on en fait, le mutualise par Vendéo à travers donc l'ensemble des consommateurs de la Vendée, ce qui, pour le consommateur luçonnais, est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Quant au travail de Vendéo, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils font un bon travail. Si jamais il y a une diminution des coûts aussi du traitement de l'eau et des diminutions de l'assainissement, c'est qu'aussi on a des modifications techniques qui permettent de diminuer ces coûts. Et la technologie avance, c'est-à-dire qu'on ne traite plus l'eau aujourd'hui comme on le traitait il y a 10, 15 ou 20 ans, et que ces coûts aujourd'hui de traitement de l'eau sont inférieurs, ce qui permet aussi de le répercuter. Il ne s'agit pas exclusivement d'avoir des intérêts qui sont des intérêts purement de rentabilité, donc d'une entreprise privée. Voilà, j'espère... oui, monsieur... Oui, je voudrais ajouter deux petits points. Vous dire d'abord que le monde agricole, il paye des taxes sur tout produit phytosanitaire employé, et des taxes qui ne sont pas négligeables parce qu'elles peuvent représenter entre 10 et 15% du prix du produit. Et d'autre part, le périmètre de captage de Saint-Germain, le périmètre de protection se met en place. Tous les ans, il y a des contraintes supplémentaires. Ça passe peut-être inaperçu au grand public, mais nous, le monde agricole, on s'en rend compte. Voilà, merci. Je pense que, sauf s'il y a d'autres interventions, qu'on peut considérer que le débat a eu lieu. Bien entendu, ceci, Monsieur Gréau, ce que vous avez dit remontera auprès des personnes donc, responsables de Vendéo. Mais je pense qu'ils connaissent déjà cette position. D'accord ? Donc on le considère comme vu. Je vous en remercie. Nous allons passer donc à la deuxième délibération. Il s'agit de Ecopass propriétaire en Vendée, modification de l'aide financière du Conseil général de la Vendée. La parole est à Monsieur Grelot. Merci, Monsieur le maire. Alors, je rappelle que cette délibération, ou je précise du moins que cette délibération annule et remplace celle que nous avions votée en avril 2013. Monsieur le maire informe le conseil municipal que dans le cadre de sa compétence des aides à la pierre, le Conseil général de la Vendée a modifié les critères de l'aide à l'accession Ecopass afin de tenir compte de la conjoncture économique en matière d'habitat. Monsieur le maire rappelle que l'Ecopass propriétaire en Vendée était une aide forfaitaire globale de 3 000 €, soit 1 500 par la commune et 1 500 par le Conseil général, pour construction ou acquisition d'un logement neuf sur un terrain de moins de 500 m². Désormais, plusieurs conditions sont modifiées et les critères sont donc les suivants. Il faut être primo-accédant, répondre au plafond de ressources prêt locatif social pour une accession directe et prêt social location accession pour une accession sécurisée. Il faut, c'est autorisé donc pour construire ou acquérir un logement neuf ou en location accession en vue de l'occuper à titre de résidence principale, répondant à la norme RT 2012.
acquérir un logement ancien situé en centre-bourg bénéficiant d'une étiquette initiale égale à D, E ou F et réaliser des travaux avec un gain de performance énergétique d'au moins 30%. Une prime complémentaire de 1 500 € sera versée par le Conseil général aux ménages en accession directe à la propriété d'un logement neuf sur une parcelle inférieure ou égale à 500 m². L'aide du Conseil général est conditionnée au versement par la commune ou la communauté de communes du lieu d'implantation d'une prime de 1 500 € minimum. Monsieur le maire informe le Conseil municipal que la commune s'associe au Conseil général pour cet écopass en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur de 1 500 € par bénéficiaire, soit un total cumulé de 3 000 pour les terrains supérieurs à 500 m² ou de 4 500 pour les terrains inférieurs à 500 m². Concernant l'instruction des demandes, le Conseil municipal souhaite que l'Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, association conventionnée par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, reçoivent les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé. La DIL possède en effet un savoir-faire reconnu en matière de conseil au financement et de conseil en énergie, permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures conditions de sécurité. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 septembre et de la commission des finances du 10 septembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'octroi d'une aide financière telle qu'exposée ci-dessus, de retenir les critères de l'écopass propriétaire en Vendée du Conseil général pour accorder l'aide communale. Que l'aide communale accordée par bénéficiaire sera maintenue à hauteur de 1 500 €, quelle que soit la composition du foyer et la superficie du terrain, et d'arrêter le nombre de primes à 5 pour l'année civile 2013. Autorise Monsieur le maire à attribuer et verser la dite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite par la DIL. Des avis d'imposition N-2 du ou des bénéficiaires, de l'attestation de propriété délivrée par le notaire, du diagnostic de performance énergétique pour une acquisition-amélioration, de l'audit énergétique présentant un gain énergétique de 30% et des factures travaux, et autorise Monsieur le maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Bon, comme vous le voyez, la ville et le Conseil général restent mobilisés pour faciliter l'accès à la propriété des gens à revenus modérés et notamment aux jeunes ménages. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Troisième délibération, remboursement de la pose de 6 panneaux microsignalétiques de Tech Bowling. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire informe le conseil municipal que 6 panneaux de microsignalétique ont été posés à la demande du responsable de Tech Bowling dans la zone des 4 chemins à Saint-Gemme-la-Plaine. Contrairement aux commerçants situés sur notre commune, le Tech Bowling ne peut pas bénéficier de la gratuité de la pose. Du fait de la fermeture des entreprises spécialisées en période estivale, c'est le personnel des services techniques qui s'est chargé au mois d'août 2013 de les poser. Le temps passé est de 5 heures. Le coût des services de la ville est donc le suivant. 5 heures à 25 € égale 125 €. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à émettre un titre de recette pour un montant de 25 € à l'encontre de 125 € à l'encontre de Tech Bowling de Saint-Gemme-la-Plaine. Voilà. Donc les commerçants et les artisans de Luçon peuvent bénéficier de la pause. Bon, là, cette entreprise n'est pas sur Luçon, donc on lui fait payer une pause de 125 €. Voilà, nous avons bien dit 125 €. Oui. Pour ne pas plomber le budget, on n'oubliera pas le 1. Hein, si vous êtes d'accord donc, avec cette délibération, y a-t-il d'ailleurs d'abord des questions ou des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour?
Unanimité, je vous en remercie. Taxe sur la consommation finale d'électricité TCFE, fixation du coefficient multiplicateur pour 2014. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, en délibération du 25 juillet 2011, fixant le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité à 8, autorisant l'actualisation de ce coefficient multiplicateur, soit 8,12, le 1er janvier 2012. Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi NON, la prise en compte de l'augmentation du niveau général des prix à la consommation résulte désormais de l'actualisation du coefficient multiplicateur en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente, soit un indice de 124,50 en 2012, par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Vu l'avis favorable avec une abstention de la commission d'urbanisme le 4 septembre, vu l'avis favorable avec 2 abstentions de la commission des finances, et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à compter du 1er janvier 2014 le coefficient multiplicateur au taux unique de 8,44. Alors en clair, bon, on a tous sur sa facture d'électricité cette fameuse TCFE. Le 25/7/2011, elle était de 8%. Le 1/1/2012, elle était portée à 8,12. Et là, ce même coefficient devient 8,44, soit une hausse de 3,09%. Ce qui fera sur la facture une augmentation d'à peu près 0,2%. Des remarques ou des questions? En fait, on a fait en sorte que le calcul fasse que par rapport à l'inflation, etc., on se retrouve à peu près dans les mêmes eaux. Mais c'est vrai que, là je rejoins M. Grévaux, les formules de calcul sont à se taper la tête contre les murs. Hein, voilà. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite, 5e délibération, la convention de servitude entre la ville et ERDF pour un renouvellement de câbles HTA. La parole est à Monsieur Gachet. ERDF a sollicité l'avis de Luçon afin de renouveler un câble haute tension désuet entre la rue Godard et le poste EDF situé à côté de la bibliothèque. Ce réseau passant par une parcelle privée de la commune, une convention est nécessaire au déroulement des travaux. Cette parcelle est cadastrée section AP 374 et classée en zone UB. Les travaux réalisés par RDF consistent à implanter un câble dans cette parcelle. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 septembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les termes de cette nouvelle convention et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de servitude RDF ainsi que les extraits de plan. Voilà, la convention est jointe. Hein, donc, la parcelle, vous avez, je pense, le plan, c'est la parcelle 374, il y a un câble à passer, c'est une délibération classique. Des remarques ou des questions? Oui, monsieur Nolot. Juste une petite question. Je voulais savoir le poste alimentait quelle zone? Le quartier du stade ou non? Je vois le poste à côté de la bibliothèque. Ce poste-là, ouais. Je ne peux pas vous dire les zones exactes. Hein, je sais qu'il alimente le secteur, mais pour plus de détails, il faudrait venir voir au service technique. Oui, c'est un... Je sais qu'il approvisionne le secteur, quoi, même. C'est quoi ça? Ouais. Ouais, sur la convention, bon, c'est dans le secteur, mais bon, je ne peux pas dire le périmètre exact de ce... Ça, si vous voulez vraiment le détail, il faut aller voir dans les services techniques ouais. Qui ont le détail rue par rue de l'alimentation. Là, Le poste, bien sûr, c'est sur cette parcelle. Oui, il est sur la parcelle de... 374, comme ici. Hein. Auprès de la rue de l'adjudant Barrois. Hein. Ouais. Ça y est, vous avez repéré? Ok. Ah ouais. Ouais, c'est pas, voilà, c'est par là. Hein, voilà. Oui, dans ce secteur-là.
D'autres questions ou remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous passons donc à la 6e délibération. Parcelle municipale AT 148, constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle AT 118. La parole est à Monsieur Gachet. Donc la commune est propriétaire d'une parcelle référencée AT 448 et 624, qui se situe au 7 quartier auprès du cinéma. Les propriétaires de la parcelle adjacente cadastrée AT 118, les consorts Manceau, souhaitent créer une ouverture au fond de leur parcelle et de ce fait disposer d'un droit de passage sur la parcelle appartenant à la commune. Il a été convenu que tous les frais liés à la création de cette servitude seraient à la charge des demandeurs. La commission d'urbanisme a donné son accord et a entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, consent une servitude de passage sur la parcelle municipale AT 148 au profit des propriétaires de la parcelle AT 118. Et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tout document afférent à ce dossier. Bon, je sais pas, vous avez un plan, je pense. Hein, c'est une parcelle qui se trouve... Non. Bon. Là, vous avez le cinéma qui est là, ou l'atelier, le restaurant qui est ici. C'est une petite bande que l'on a, qui appartient à la ville. Il y a des parcelles qui jouxent cette petite bande, et puis il y a un riverain qui a demandé à sortir ici, ça ne nous gêne pas. Il est fort possible que les autres le demandent également. Donc il n'y aura pas de poids de mesure. Si on accorde à un, je pense qu'on sera en mesure de l'accorder aux autres. Voilà. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc à l'unanimité, j'ai bien vu. D'accord. 7e délibération, budget communal des M3 sur le budget principal. La parole est à Monsieur Thomas. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de la 3e décision modificative du budget principal depuis le début 2013. Cette décision touche uniquement la partie investissement. Donc il n'y a pas de nouveau crédit ni débit en fonctionnement. Concernant les investissements, donc il y a un supplément à apporter en dépenses pour la réfection du sol de la salle des Commets pour 2800 €. Le gymnase des Commets, on va diminuer les crédits de 52 800 €. Donc le gymnase des Commets a été financé en autorisation de programme sur 3 exercices. Donc le dernier exercice sera 2014. Donc on décale 52 800 € de 2013 vers 2014. En contrepartie, il y avait une urgence, c'est une remise en conformité électrique au stade Jean de Mouzon, où on a inscrit un nouveau crédit de 50 000 €. Concernant les réimputations d'emprunt pour 2 000 €, donc c'est en recettes et dépenses, c'est simplement un jeu d'écriture. Donc la décision modificative s'équilibre en total investissement, en dépenses supplémentaires 2 000 et en recettes supplémentaires 2 000. La commission des finances, avec 2 abstentions, a donné un avis favorable le 10 septembre 2013 et donc il est demandé au Conseil d'approuver la présente décision modificative numéro 3 du budget principal. Alors juste une petite explication complémentaire. Sur le gymnase des Commets, on a une entreprise. Les entreprises ont 15 jours, 3 semaines de retard. Ce qui fait qu'on avait calculé donc, en fonction de tous les travaux qui devaient être faits, ce qui fait que bon, ça va basculer l'année prochaine. On va le passer sur la délibération suivante. Donc ce qui est par rapport à la somme donc assez dérisoire. Par contre, sur Jean de Mouzon, c'est en particulier les réseaux électriques qu'il fallait remettre donc en conformité avec les nouvelles normes. Et donc, on en a profité pour faire le basculement de l'un vers l'autre, donc ce qui n'entache pas l'équilibre global, bien entendu, du budget tel qu'il avait été voté à l'initiale. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors 20 voix pour, 6 abstentions. Non. Voilà.
Je vous en remercie. Donc, la délibération suivante va être traitée par Monsieur Edouin. C'est la gymnase des Comets, construction d'un complexe sportif dojo et gymnastique, autorisation de programme et crédit de paiement. Merci, Monsieur le maire. Vu l'article L23-11-3 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif aux autorisations de programme et des crédits de paiement, vu l'instruction codificatrice M14, vu la délibération du 17 décembre 2012 créant une autorisation de programme et crédit de paiement pour la construction d'un complexe sportif dojo et gymnastique, considérant que les travaux de construction d'un complexe sportif dojo et gymnastique sont réalisés sur plusieurs exercices, vu l'avis favorable avec 2 abstentions de la Commission des finances du 10 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, modifie l'autorisation de programme et crédit de paiement APCP pour la construction d'un complexe sportif dojo et gymnastique et vote les montants en euros de cette APCP de la manière suivante. Donc sur 2012, c'est une autorisation de programme de 1 746 220 000 euros, 346 220 sur l'exercice 2012, 978 000 euros sur l'exercice 2013 et enfin 422 000 euros donc pour 2014. Et dit que les crédits correspondants sont et seront inscrits sur l'opération numéro 664 du budget communal. Voilà, c'est en conformité par rapport à la délibération donc précédente. Avez-vous des remarques, des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Alors, 20 voix pour et 6 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à une délibération, puisqu'on a eu l'opportunité de pouvoir acheter donc un ensemble de mobilier de bureau. Ceci dit, ceci va être traité par Monsieur Thomas. Alors, dans le cadre d'un renouvellement du mobilier en service au sein de la collectivité, il est proposé l'acquisition d'un ensemble de mobilier de bureau. Madame Marie Bagnel, demeurant à Saint-Mathurin, souhaite se séparer d'un ensemble de mobilier de bureau comprenant un grand bureau avec retour type acajou possédant 2 caissons à tiroirs, un fauteuil sur roulette avec assise entièrement en cuir, 3 chaises à montant en bois dans le style du fauteuil, une bibliothèque de 1,20 m sur 2 m, 4 portes type acajou dont 2 portes vitrées faisant office de vitrine, et une armoire de rangement de 1,20 m sur 2 m, 2 portes type acajou. Cet ensemble est estimé à 400 €. La commission des finances a donné un avis favorable et donc il est proposé au conseil municipal ce soir d'accepter l'acquisition de cet ensemble mobilier de bureau au tarif de 400 € TTC. Bon, c'était une opportunité. Ça a permis d'équiper donc le bureau en bas des adjoints qui en avait bien besoin. Remarques ou questions? Non, juste une petite remarque. Quitte à acheter du matériel d'occasion ou des antiquités, on aurait pu faire appel à des professionnels locaux sans aller sur le bon coin. Ils ont été consultés, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Je m'en sors bien, là. Bien, sur cette bonne réflexion, est-ce que je peux le soumettre à votre vote? Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.